Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Seux. Je vais inviter tout de suite les intervenants de cette table ronde à venir me rejoindre. Amélie Vidal-Simi, Patrick Desbiens et Robert Leblanc. Je ne sais pas si on pouvait résumer d'une formule journalistique tout ce qui nous a été dit excellemment par Ipsos. C'est, en fait, vous le trouvez dans le titre de l'article de l'Express, les mesures prises par le gouvernement, bof. C'est pas mal, ça va dans le bon sens, mais il faudrait que ça aille un petit peu plus loin. Je trouve que la formule résumait bien les choses. Alors, ce qu'on va essayer de faire là, dans la demi-heure qui suit, c'est de donner un peu de chair à tout ce qui nous a été dit dans les slides et le sondage, de regarder en quoi ça correspond à ce qui est vécu dans chacune des entreprises. On va mettre un peu des chiffres, on va mettre des images, peut-être des exemples, et puis on va peut-être simplement demander à nos trois chefs d'entreprise si vous-même, au-delà, vous n'êtes pas un peu des ingrats tous. 41 milliards, 2-3 lois, un gouvernement qui prend des risques, vous le voyez sur les professions réglementées, vous le voyez sur un certain nombre de sujets, et les chefs d'entreprise qui râlent. Est-ce que, au fond, ici, tous, nous sommes des ingrats? Alors, pour en parler, nous avons à ma droite et donc à votre gauche, devant vous plutôt, Amélie Vidal-Simi, qui est donc la responsable France de Henkel. Donc c'est le groupe, vous connaissez les marques, hein, Le Chat, Repson, Schwarzkopf pour la beauté. 47 000 personnes dans le monde. En France, combien de personnes? 1100 personnes. 1100 personnes en France. À ma gauche, donc Patrick Desbiens, qui est le patron de GSK France, donc c'est le laboratoire bien connu, GlaxoSmithKline France. Donc vous avez des sites en France. Alors j'ai vu ça. Marly-le-Roi, c'est votre siège, hein? Vous êtes à Marly-le-Roi, dans la Mayenne à Évreux, et votre laboratoire principal de centre de recherche est à aux Ulis. Vous avez 100 000 salariés dans le monde, et en France 3400 salariés en France. Et puis Robert Leblanc, donc PDG d'Aon France. Alors Aon, c'est le numéro 1 mondial de courtage d'assurance et de réassurance. Dans le monde, 6 500 non, 65 000, pardon. 65 000. Et en France, alors mais ça grimpe, voilà, j'ai du mal à me relire, c'est encore tôt. Et plus de 1000 salariés en France. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Robert Leblanc. Essayez de voir, de prendre tout ce qui a été dit à la fois par le ministre. Beaucoup de choses ont été faites, un certain nombre de chiffres ont été donnés. Il a garanti qu'il serait le notaire année après année, avec un peu d'humour, le notaire des engagements qui ont été pris. Nous allons essayer d'être les greffiers. On va regarder de très près la compétitivité, ce qu'elle est devenue en un an, ce qui a été fait. Est-ce que ça change pour votre entreprise ou celle de votre entourage? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a envie de savoir. Je vous donne la parole pour 4-5 minutes, et puis après on aura un échange, on aura vos réactions et vos expériences l'un et l'autre. Merci. Alors, ma lecture, c'est qu'on est à un moment de retournement de la marée. Moi, j'ai l'habitude de l'Atlantique, les marées vont et viennent, et le moment le plus compliqué, c'est le retournement de la marée. Aujourd'hui, on a eu un représentant du gouvernement qui s'est exprimé devant nous ce matin. On a aujourd'hui un gouvernement qui a orienté sa politique dans un sens qui nous va bien. C'est un sens qui est soucieux du développement de l'économie, du développement de l'emploi, de l'attractivité du territoire, de manière tout à fait réaliste. Le sujet, c'est que un certain nombre de choses tardent à arriver, mais aussi que d'autres arrivent, ont été initiées dans une période antérieure et viennent produire leurs effets aujourd'hui et télescopent le travail de l'actuel gouvernement. Très concrètement, on a une démarche de simplification engagée aujourd'hui de manière concrète. Dans le même temps, on a la loi sur la pénibilité qui arrive en application. Deuxième exemple, on a la fin du délit d'entrave. Enfin, elle est annoncée et elle va arriver, c'est important. Et dans le même temps, on a la loi Hamon qui oblige à venir raconter devant les CE les projets, des simples projets de cession d'entreprise. On a là un télescopage qui rend les choses difficilement lisibles. Le thème de la lisibilité est un thème qui revient souvent partout en matière de politique, et notamment quand on fixe un cap, comme Emmanuel Macron l'a dit ce matin, un cap avec de la stabilité, des perturbations de ce genre
complique la lisibilité. Et c'est important pour les groupes étrangers. Nous pouvons leur expliquer un certain nombre de choses, mais si ce n'est pas très lisible, c'est quand même beaucoup plus difficile pour eux de nous suivre. Les décalages restent vivants. J'étais vendredi à l'université d'hiver du barreau de Paris, qui est un de nos grands clients historiques. Et Emmanuel Macron, le même, est venu faire un discours absolument excellent. Je dois vous dire d'ailleurs meilleur que celui d'aujourd'hui. Non pas que celui d'aujourd'hui était mauvais, mais il avait été préparé par son cabinet. Celui de vendredi venait de ses tripes. Il a parlé de l'esprit de conquête. Et ça nous allait droit au cœur. Enfin, moi qui suis chef d'entreprise, et je pense aux avocats qui étaient là, en tout cas aux avocats parisiens, puisque vous savez que les Parisiens sont d'accord avec lui et les provinciaux sont contre lui. C'est un peu dommage d'avoir ce genre d'opposition. L'esprit de conquête, en 2 mots, il l'a expliqué en disant que c'est ce qui fait avancer et que c'est nourri d'un sentiment d'optimisme. Si on est optimiste, on est prêt à prendre des risques, prêt à lâcher une partie de ce qu'on a parce qu'on croit que ce vers quoi on va sera encore meilleur. Et il a défendu cette idée avec beaucoup de talent, un discours magnifique. L'après-midi, nous avions un autre ministre du même gouvernement qui était là escalité, c'était le garde des Sceaux, et qui nous a expliqué pourquoi il fallait surtout ne rien changer, ne pas bousculer, ne pas déranger le grand nombre pour quelques-uns, etc. etc. Bon, quand j'ai revu le bâtonnier ensuite, je lui ai dit « Dis-moi juste une chose, ils sont bien du même gouvernement tous les deux ?» Voilà. Donc, désolé, ce n'est pas de la mauvaise polémique que je veux faire, c'est juste, voilà, illustré par du vécu qui date de vendredi. Alors, sur le coût du travail, pour dire des choses très concrètes qui nous touchent, on garde un écart défavorable. J'ai entendu ce matin qu'on devenait meilleur que l'Allemagne. J'en prends acte, le ministre sait certainement ça beaucoup mieux que moi. Ce qu'on voit quand même d'une manière générale, c'est que le coût du travail est quand même très pénalisant. Je crois que c'est l'étude COE Rexecode qui montrait que néanmoins la progression a été plus modérée en France que dans la zone euro et tout particulièrement qu'en Allemagne. Donc effectivement, les choses s'arrangent un peu. Mais il est clair que ce coût est un sujet majeur. Le CICE, on en a parlé, ses effets tardent un peu à arriver et ne fait que compenser une partie des surcoûts que les entreprises ont supportés au cours de ces dernières années. Chez Aon, comment ça se passe? Le CICE, d'abord, c'était quand? Et puis, vous n'allez pas nous dire combien, ou alors si vous voulez, mais qu'est-ce que ça représente? Chez nous, ça a eu un effet positif. Notre métier est fait de différentes composantes. Nous avons des back-office, notamment tout le traitement administratif des complémentaires santé, qui est en province, et où les salariés ont des petits salaires. Et sur cette population-là, le CICE a eu un effet tout à fait bénéfique dans notre compte d'exploitation. Nous avons dû d'ailleurs expliquer devant le CE quel usage nous en faisions, et nous avons présenté nos efforts de formation et tout un ensemble de choses. Très honnêtement, et je parle là en public, je pense qu'on les aurait faites quand même. Mais c'est surtout une restauration des marges, et c'est important. Mais voilà, néanmoins, les actions de formation et autres actions qu'on a présentées sont bien réelles. Voilà, donc ça a eu cet effet positif. Quoi vous dire d'autre sur ce qu'on peut vivre, nous et Aon? Alors, je veux bien vous parler un peu de ce que nous vivons dans le contexte actuel. D'abord, je veux dire que je suis dans un métier qui s'exerce localement. C'est-à-dire que mes compétiteurs, qu'ils soient, comme moi, filiales d'un groupe international ou qu'ils soient aux mains d'entrepreneurs français, nous sommes des acteurs du marché de l'assurance en France. Donc la compétition est à armes égales. Je ne suis pas en compétition avec des acteurs qui proposeraient leurs services depuis l'autre bout du monde avec des conditions d'opération différentes des nôtres. Donc, de ce point de vue-là, le problème de l'attractivité ne se pose pas de la même manière que dans d'autres métiers. Je voudrais souligner quand même quelques atouts dont nous bénéficions par rapport au groupe, quand j'ai à défendre le fait que la France pourrait être un pays où le groupe se développe. J'y reviendrai. Les 2 atouts que je voudrais souligner, en dépit de toutes les difficultés qu'on a déjà rappelées. La première, c'est le tissu économique français, malgré les difficultés actuelles, qui résiste, qui est résilient, comme on dit. On a le SBF 120, je ne parle pas que du CAC 40, mais déjà le SBF 120. On le dit, mais peut-être pas assez, la France a une proportion de grandes entreprises qui est beaucoup plus élevée que les pays avec lesquels elle est en compétition, par rapport à la taille globale de son économie. Dans un métier comme le mien, où on est au service des entreprises, et plutôt des grandes et moyennes que des toutes petites, c'est un atout considérable. Quand je compare avec mes confrères chez Aon des pays voisins, nous avons un potentiel de développement sur des affaires où on peut mettre en œuvre un métier un peu complexe, à un niveau assez élaboré. Le potentiel est beaucoup plus grand en France que dans les pays voisins. Autre aspect des choses, avantage aussi
dont mon métier bénéficie en France par rapport aux pays voisins, c'est que nous avons un marché d'assurance bien plus profond que les pays voisins. Les deux grands marchés, en dehors du nôtre, c'est les États-Unis, mais l'économie américaine est d'une autre taille que l'économie française, et le Royaume-Uni, parce que le marché de Londres, avec les Lloyds historiques, est un marché qui importe des risques du monde entier. Donc il s'agit de toute autre chose. Mais après, quand on compare aux autres pays, nous sommes le mieux placés. Donc là aussi, c'est-à-dire qu'on a une capacité à placer les risques dans le marché français, y compris avec des acteurs filiales de groupes étrangers. Il y en a d'ailleurs dans la salle, il y en a au moins 2 que j'ai vus ce matin. Ils sont présents en France, donc on peut placer. Donc au total, quand je discute avec les dirigeants du groupe, ils sont eux-mêmes en situation de me dire « Robert, on devrait se développer en France plus qu'on ne le fait. On a une bonne croissance organique en ce moment parce que l'équipe va bien. C'est peut-être aussi parce que l'équipe va bien qu'ils me disent ça. Mais ils me disent, on est prêt à investir en France. S'il y a des affaires qui bougent et qui sont à racheter, on est prêt à le faire. » Je vais vous titiller forcément un peu. Si vous faites le bilan depuis 2 ans, et même depuis 2010, pour sortir d'une vision politique des choses, si vous prenez l'ensemble des mesures fiscales, par exemple, à la hausse et à la baisse, le bilan, c'est quoi une fois que le CICE sera totalement appliqué et une fois que la baisse des charges qui est annoncée, qui doit s'appliquer jusqu'en 2015, 2016, 2017, le bilan, ce sera quoi pour vous? Alors, honnêtement, faire le bilan complet de ce qui est déjà fait, de ce qui est en cours et pas encore effectif, de ce qui viendra, moi, je ne suis pas un comptable et je ne sais pas le faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tout ça nous coûte très cher, que l'alourdissement des charges a été réel, que le CICE est réel dans l'autre sens, et pour ce que j'en sais, n'a pas compensé les hausses qui avaient précédé. Voilà ce que nous voyons dans les comptes. Ce que je vois aussi, quand je compare un pays comme l'Espagne, alors ce n'est pas le plus grand pays voisin, mais c'est quand même un pays respectable, nous avons 10 points d'écart sur nos charges de personnel, qui sont quand même, chez nous, le poste principal. On est un métier de service. 10 points d'écart. Quand je compare la productivité de nos équipes par rapport à la leur, on est meilleur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par salarié est meilleur. Quand je regarde la marge, elle est beaucoup moins bonne. Un dernier point là-dessus. On nous a présenté tout à l'heure un certain nombre de propositions, de pistes de réflexion sur ce qu'il faudrait faire. Et donc on vous a interrogé les uns et les autres pour savoir, enfin Ipsos vous a interrogé pour savoir ce qui serait nécessaire. Vous, Robert Leblanc, quelle est la mesure que vous mettriez la disposition que vous mettriez en haut de la pile? Alors on nous a parlé aux diminutions du coût du travail, ça c'est assez large, mais suppression des 35 heures, relèvement des seuils sociaux, la dépénalisation, qu'est-ce qui vous semble pour votre entreprise? Est-ce que c'est les seuils, par exemple, la discussion sur les seuils en ce moment? Bon. De toute façon, nous, on est au-delà. Vous êtes au-delà, mais des choses peuvent être simplifiées. Non, moi, je l'ai dit, pour nous, la compétition, elle est entre acteurs du marché français. Donc, je suis dans un cas très particulier. Donc, je ne peux pas tellement répondre pour moi. Je veux dire, le seul impact pour moi, c'est est-ce que le groupe me donne les centaines de millions nécessaires pour acheter un grand concurrent qui serait à vendre ou pas. C'est vrai que s'il le fait, c'est plus sympathique, et il me dit qu'il est prêt à le faire, donc tout va bien. Voilà. Mais s'il ne le fait pas, c'est pas grave, la vie continue. C'est pas comme d'autres métiers où la vie pourrait ne pas continuer. Donc c'est complètement différent. Mais pour répondre à votre question, donc en dehors de mon cas, je crois que l'essentiel, c'est le coût du travail. C'est vraiment l'essentiel. Ensuite, la flexibilité, elle est importante. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Elle est encore plus importante pour les TPE que pour nous. Parce que moi, quand j'ai à faire des restructurations, et j'en ai eu quand j'ai rejoint ce groupe il y a 5 ans, je les passe below the line. Bon, ça veut dire que ça ne me coûte rien dans les chiffres dont je rends compte à mes chefs. C'est quand même pas la même chose qu'un patron de TPE qui, chaque fois qu'il restructure, se demande s'il a les moyens de licencier la personne qui lui coûte trop. Il est devant des choix cornéliens. Moi, j'ai pas ça, et je pense que la plupart d'entre nous sommes dans un contexte où on peut franchir les caps pourvu qu'on sache présenter un projet qui va plus loin, qui va dans le bon sens. L'investissement à faire pour passer le cap, les filiales de groupe arrivent à le faire dans beaucoup de cas. Donc on n'est pas représentatif du problème que connaît toute l'économie. Le coût du travail, c'est pour tous, la flexibilité, c'est plus pour d'autres que pour nous. Amélie Vidal-Simi, votre expérience, chef d'entreprise en France, Henkel, l'évolution de la compétitivité en un an, et que vous dit votre siège sur l'image que projette la France? Alors, je pense que le sujet n'a jamais été autant d'actualité que maintenant. Je vais vous donner un exemple concret. La semaine dernière, je recevais en France le numéro 2 du groupe Henkel. Et cette deuxième question, après me demander comment j'allais, cette deuxième question a été de me demander quelles étaient les raisons d'investir en France. Qu'est-ce que serait la France dans 5 ans? Ça fait plusieurs années que j'ai ce job. Ça n'est jamais arrivé que le sujet vienne sur la table de manière aussi directe et rapide. Donc, je pense que le sujet de la compétitivité est extrêmement important.
Des mesures ont été prises, mais comme le disait mon collègue, il y a tellement de mesures dans un sens ou dans un autre sens que faire un bilan vraiment de ce que ça a apporté à l'entreprise, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on regarde le CICE, par exemple, sur l'environnement Henkel, ça n'a pas drastiquement changé la donne. Sur un site industriel, ça a pu changer la donne parce qu'effectivement, le montant était conséquent et ça a pu permettre, dans des comparaisons internationales, de mieux nous positionner. Et ça a peut-être accéléré les investissements. Je ne suis pas sûre que si le CICE n'avait pas été là, on n'aurait pas quand même fait ces investissements. Juste par pure curiosité, qu'avez-vous répondu à votre numéro 2 ? Je me rends compte que j'étais très linéaire par rapport aux résultats du sondage, puisque j'ai effectivement répondu sur la compétitivité de nos équipes, la compétence de nos équipes, l'importance des infrastructures en France, mais aussi on est une société qui vend des biens de grande consommation et le marché français est extrêmement important, c'est le deuxième marché en Europe. Et, avec une consommation qui se tient pas mal d'ailleurs. Avec une consommation qui se tient et effectivement une position importante par rapport au marché européen, donc c'est inenvisageable de ne pas être présent fortement en France. Patrick Desbiens, vous, la compétitivité depuis un an. Bon, avant, il faut que je fasse une déclaration parce que, avec mon accent canadien, je ne peux pas cacher que je ne suis pas français d'origine. Donc, c'est un peu périlleux, en fait, comme table ronde parce que vous m'invitez un peu à apporter un regard critique sur la France. Alors, je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'apporter un regard trop étranger sur ce qui se déroule. Bon, je suis en France depuis 4 ans, 2 ans dans ce poste de président. Je peux vous dire que depuis une année, le discours est dans la bonne direction. Malheureusement, les actions ne suivent pas. Donc, pour un groupe pharmaceutique comme GSK, et c'est la même chose pour le secteur pharmaceutique en France, en fait, les choses vont dans le sens inverse. Donc, on pourrait y revenir dans quelques minutes, mais pour un secteur qui pèse 3e poste d'excédent commercial en France avec 2013, environ 9 milliards d'exportations, secteur avec 100 000 collaborateurs en France, avec des retombées, selon Roland Berger, d'environ 92 milliards d'euros par année, en comptant les emplois tertiaires et primaires. Je pense qu'il faut se poser la question sur la direction des démarches pour ce secteur. Donc, il y a un décalage fort entre les déclarations d'amour et les gestes que nous recevons. Et ce type d'amour, pour un Canadien, c'est un peu étranger. Donc, je ne pense pas que ce soit un décalage culturel. Je pense que le type d'amour ou de signe qu'on reçoit ici jusqu'à maintenant, c'est pas tout à fait en phase avec ce que nous, on connaît comme un témoignage d'amour. Donc, mais donc, je ne pense pas que ce soit culturel. Donc, sur les démarches telles que le CICE, je crois que c'est une avancée qui est importante. Pour un groupe pharmaceutique comme GSK, avec 3400 collaborateurs, avec des emplois qui sont hautement techniques sur un territoire comme la France, ça ne touche pas beaucoup de collaborateurs. Donc, d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a des emplois qui sont hautement techniques, spécialisés, qui contribuent beaucoup à la société. D'un autre côté, cette mesure ne nous affecte pas beaucoup, mais évidemment, comme Robert le mentionnait, c'est une démarche qui va dans le bon sens. Parfait. Alors, Amélie Vidal-Simi, on va parler maintenant de stabilité. On a entendu Emmanuel Macron qui nous disait tout à l'heure, qui rappelait l'annonce qui a été faite par Michel Sapin au budget il y a quelques semaines d'engagement de stabilité fiscale. François Hollande avait pris le même engagement sur TF1 il y a quelques semaines. Est-ce que vous y croyez ? Non-rétroactivité, stabilité fiscale et réglementaire. Est-ce que là, vous vous dites, il se passe quelque chose, ça va dans le bon sens, quelles sont encore les difficultés ou pas que vous avez devant vous ? Alors, effectivement, quand on parle attractivité de la France, il y a 3 éléments dont l'environnement des affaires souffre aujourd'hui. C'est le manque de stabilité sur l'aspect législatif et fiscal, c'est le manque de stabilité et de lisibilité sur l'environnement normatif, et c'est le manque de flexibilité de l'environnement du travail. C'est important pour une entreprise, quand elle souhaite investir dans un pays ou augmenter son investissement dans un pays, de connaître les règles du jeu, que ces règles du jeu soient pérennes dans le temps, qu'elles soient simples dans la compréhension et qu'elles soient souples dans leur application. Alors, un des points qui cristallise beaucoup d'intérêt de nos maisons mères, c'est bien évidemment le manque de stabilité réelle ou perçue de l'aspect fiscal. Toutes les entreprises peuvent évoluer dans des environnements différents et avoir des conséquences fiscales différentes, mais il est clair que quand il y a des changements d'une année sur l'autre, ça a des effets assez dévastateurs. Ça a des effets dévastateurs, d'autant plus quand ces changements peuvent être, des modifications peuvent avoir des impacts immédiats ou rétroactifs.
C'est très dommageable, bien évidemment, en termes de résultats, mais j'ai l'impression encore plus en termes d'image. Parce que les entreprises se développent avec des engagements à long terme, des plans d'action à long terme, et quand effectivement les résultats sont profondément modifiés parce que la réglementation fiscale est modifiée, ça a des conséquences très dévastatrices sur l'image qu'on peut avoir à l'étranger. Nos maisons mères pouvant se poser la question de est-ce que le choix de ces investissements était légitime et est-ce qu'il était fait sur les bonnes bases. Donc les pouvoirs publics ont pris conscience et ça a été redit ce matin, de la nécessité d'agir en ce point. Il y a beaucoup de mesures qui ont été annoncées, que ce soit effectivement la sanctuarisation du crédit impôt recherche sur le quinquennat, que ce soit la délivrance de rescrits fiscaux pour les entreprises ou l'engagement de non-rétroactivité. Ce point-là me semble vraiment essentiel et c'est important qu'au-delà des annonces, on passe vraiment dans le dur et que ça soit mis en place rapidement et de manière simple. Parce que c'est effectivement un autre élément dont pâtit l'économie française, c'est que souvent, c'est très compliqué de comprendre et mettre en place les différentes lois. Alors il y a certainement beaucoup de consultants, d'avocats dans la salle, et c'est vrai que les sociétés ont souvent besoin d'avoir recours à de l'aide extérieure pour comprendre les lois, pour les mettre en place et pour suivre leur application. Ça a un réel coût pour l'entreprise qui est souvent sous-estimé. Donc des mesures vont dans le sens d'une plus grande simplification. Il faut réellement que ça soit plus simple pour les entreprises. Et je pense qu'on en parlera dans la journée, mais forcément, quand on parle simplification et qu'on évoque pénibilité, ça crée des cauchemars pour beaucoup de chefs d'entreprise. Je pense que ça peut vous concerner, vous, chez vous? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Je pense que beaucoup de mes collègues dans la salle qui ont pu être amenés à devoir expliquer à leur maison mère les législations qui régissent les relations industrie-commerce se sont sentis parfois un peu seuls parce que c'est vrai que c'est très compliqué et très compliqué à faire comprendre. Donc toutes les mesures qui vont dans le sens de la simplification font du sens. Il y en a qui ont déjà été prises, mais je pense que c'est vraiment important de le faire si on ne veut pas apparaître comme un pays où c'est un cauchemar administratif. Quand vous pensez à la stabilité réglementaire ou la complexité réglementaire, est-ce que dans votre secteur d'activité, il y a un certain nombre de choses qui ont bougé ces dernières années dans un sens ou dans l'autre? Et ça a été plutôt dans quel sens? Alors, je pense que ça a plutôt bougé dans un sens assez difficile à gérer. Par exemple, on a des produits qui nécessitent de plus en plus un étiquetage extrêmement compliqué. Ça a des coûts incroyables, puisqu'effectivement, il y a énormément de mesures qui ont pu être mises en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement, par exemple, qui ont des conséquences significatives en termes d'affichage, en termes d'étiquetage qui coûtent très cher à l'entreprise. Donc plutôt une plus grande complexité, je dirais. D'accord, mais en même temps, si c'est le Grenelle de l'environnement, il est difficile peut-être de s'y opposer sur le plan théorique, conceptuel. C'est la mise en œuvre, c'est l'équilibre, la balance va trop loin. Après, je pense que c'est la succession des mesures, parfois le côté contradictoire des mesures qui peuvent nous amener à régulièrement devoir, si je reprends cet exemple concret, revoir l'étiquetage de nos produits. C'est un coût très important. D'accord. Troisième élément qui me semble extrêmement important et qui focalise beaucoup d'intérêt de nos maisons mères, c'est bien évidemment la complexité du droit social en France et le manque de flexibilité. Je pense que dans des contextes internationaux, et c'est important pour des groupes de pouvoir mettre en place des stratégies mondiales, c'est important de pouvoir s'adapter aux différences économiques. Et il est clair que quand on doit mettre en place de nouvelles organisations, de nouvelles façons de travailler, c'est plus long, plus complexe et plus coûteux en France. Et donc, bien évidemment, ça a des conséquences organisationnelles. Je vais vous donner un exemple concret. Chez Henkel, on a décidé, il y a 1 an, de mettre en place une nouvelle organisation supply chain, donc tout ce qui concerne la production, la logistique, etc., pour mieux servir nos clients. En France, ça a été mis en place 1 an après d'autres filiales européennes, ce qui a une vraie conséquence en termes d'efficacité, puisque pendant 1 an, j'ai entendu dire que la France n'était pas au rendez-vous, et pendant 1 an, les équipes en France ont dû travailler avec des systèmes sur lesquels ils n'étaient pas complètement up-to-date, je dirais. Donc, effectivement, même s'il est bien sûr important de garder un équilibre entre la protection du salarié, mais bien évidemment avoir la réactivité nécessaire pour s'adapter au monde économique. Donc, des mesures ont été mises en place pour effectivement alléger ce droit social, mais je pense que c'est important d'aller plus loin dans la dépénalisation et dans la simplification de toutes les étapes de consultation qui mobilisent une énergie, un temps et un temps des équipes qui est incroyable en ce moment en France.
la fin de la dépénalisation du délit d'entrave, c'est un choc psychologique pour les chefs d'entreprise parce que c'est vrai que ça avait été évoqué dans ce cadre-là, ici. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'on fait porter aujourd'hui, même si c'est peu utilisé, une responsabilité aux chefs d'entreprise qui est extrêmement difficile. D'accord. Patrick Desbiens, vu du Canada, alors la France, donnez-nous un élément de comparaison sur justement la stabilité des règles. Peut-être que la France n'est pas le pays cauchemardesque dont on parle. Il y a peut-être d'autres exemples. Ou est-ce que des réformes ont été faites au Canada? Bon, je suis de moins en moins canadien. Ça fait déjà 6 ans que j'ai quitté le Canada, donc je me considère quasiment plus français. Il vous en reste quelque chose. Quasiment plus français que canadien, mais il n'y a pas de pays parfait. Je pense que le Canada s'est réformé durement. Il y a encore des choses à améliorer au Canada. Clairement, moi, je suis en France pour m'assurer que GSK France batte GSK Canada. Donc, c'est bien parti. Ma ligne... Allez. Je vais être ici encore pour quelques années. Donc, mais ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, j'écoutais Amélie, puis moi, je ne peux qu'être d'accord avec ce que Amélie avançait. En fait, dans mon rapport d'étonnement, je réfléchissais un peu sur quelles sont les causes racines, en fait, de cette complexité. Et quand je réfléchissais à ce que nous, on a vécu en 2012 chez GSK en Europe, on avait, en fait, une organisation au-dessus de la France qui avait plus de 500 personnes au-dessus de la France qui, eux, géraient du travail, généraient des templates, posaient des questions à mes équipes. Donc, en face de ces 500 personnes, dans la filiale française, j'avais des gens qui devaient répondre à ces requêtes. En 2013, on a passé cette équipe de 500 personnes à 60 personnes. Donc, l'effet, c'est que moi, j'ai pu simplifier mes opérations et c'était beaucoup... Bon, j'ai simplifié les ressources, j'ai refocalisé les ressources devant le client au lieu d'avoir des gens qui répondent aux requêtes de la maison mère. Donc, mais ça, c'est un truc qui est constamment à monitorer parce que, bon, on est maintenant 1 an plus tard, on voit qu'ils rajoutent des postes encore au niveau de l'Europe. Mais quand on fait le parallèle avec la France, je pense qu'il y a un des enjeux macro pour nous, au-delà de la compétitivité, parce que pour être plus compétitif, ça nous prend des marges de manœuvre. Et les marges de manœuvre, dans le modèle qu'on a actuellement, on a un très, très haut niveau de fonctionnaires en France. Donc, la fonction publique, bon, c'est peut-être un sujet qui choque, c'est ce qu'on appelle en anglais peut-être « the elephant in the room ». C'est un peu l'éléphant qui est devant nous qu'on ne veut pas voir, en fait. Mais quand on regarde les chiffres, 5,4 millions de fonctionnaires en France, soit 2 fois Paris intramuraux. Donc, c'est Paris 2 fois, c'est le nombre de fonctionnaires qu'on a en France. C'est 20% des emplois totaux. Donc, 4 salariés doivent payer pour le 5e. Donc, 4 salariés qui doivent payer pour le 5e salaire du fonctionnaire, plus les charges sociales et plus, évidemment, l'impôt de base. Donc, je pense qu'il faut se questionner de façon plus fondamentale sur le nombre de fonctionnaires que nous avons en France. Est-ce qu'on peut simplifier à la base? Et aussi, quand on se projette, la fonction publique nous coûte quand même, en 2015, 75 milliards pour la retraite, pour ces fonctionnaires. Et c'est une coïncidence, mais c'est aussi le déficit projeté en France pour 2015, 75 milliards. Donc, je ne vais pas faire de raccourci, mais on sait que ça, à la base, c'est un des challenges de notre système. On va y revenir avec vous justement sur la question, dans 1 minute, sur la question de l'image que projette la France aujourd'hui dans le monde, auprès de votre maison mère et notamment du monde anglo-saxon. Peut-être Robert Leblanc, un instant encore sur ce que disait Amélie, sur la stabilité réglementaire. Vous, dans votre domaine financier, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Il y a eu, alors dans le domaine bancaire notamment, dans le domaine de l'assurance aussi. Est-ce que la France est atypique ou pas sur la question de la stabilité maintenant? Est-ce que vous croyez Emmanuel Macron quand il nous a dit ce matin, maintenant c'est terminé, on ne bouge plus? Il y a 2 questions. Est-ce que je crois Emmanuel Macron? La réponse est forcément oui ici. Voilà. Mais l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on a vu comme changement dans notre métier, dans les métiers de l'assurance? Parce que la finance, c'est très large. Vous nous mettez avec les banques, c'est quand même 2 mondes complètement différents. Dans le monde de l'assurance, ce que je vois, c'est essentiellement des mesures qui viennent de l'Europe. Donc de ce point de vue-là, elles ne sont pas décalées, enfin elles ne nous décalent pas en France par rapport aux pays voisins. Pour les assureurs eux-mêmes, pas pour les courtiers, des règles comme Solvabilité 2, par exemple, sont purement européennes. Et là, on peut se poser la question du décalage avec les autres pays du monde. Mais ce n'est pas aux frontières de la France, c'est aux frontières de l'Europe que la question se pose. D'accord. Alors, je vais vous redonner la parole justement sur Patrick Desbiens, sur
la perception, au fond, voilà, de la France à l'extérieur. Est-ce que tout le monde voit à l'extérieur, dans votre maison mère, mais on verra aussi chez vos collègues, est-ce que la cohérence qui a été évoquée par le gouvernement depuis un certain temps, est-ce qu'elle est comprise, cette cohérence des mesures d'ensemble prises depuis, ça a commencé en novembre 2012 et puis ça s'est accéléré et ça a trouvé une certaine cohérence quand même depuis janvier, la conférence de presse du 14 janvier 2014. Est-ce que c'est bien perçu? Est-ce que le message global est compris? Voilà, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que la France communique assez, au fond? Peut-être que je pense que le sondage est assez éloquent, donc je pense que je ne peux pas reprendre tous les résultats du sondage. Je pense que la com, elle est très bonne. Je pense que les messages sont très bons. Après, c'est les actions qui suivent pas, peut-être qui ne sont pas assez percutantes ou qui ne sont pas assez rapides. On l'a vu dans le sondage. La France, c'est une marque. Et donc, la marque, le positionnement de la marque, elle tient sur ses caractéristiques. Donc, on peut faire plein de com, mais après, si les caractéristiques du produit ne sont pas au rendez-vous, on a un problème de crédibilité. Donc, le danger pour moi, c'est qu'on fasse beaucoup de com, qu'on surcommunique en fait sur la promesse et qu'on ne soit pas au rendez-vous. Donc, moi, je préférerais qu'on communique un peu moins et qu'on communique par des gestes concrets. Donc, laissons parler les faits plutôt que d'émettre une promesse. Donc, moi, c'est la préoccupation. Et là, clairement, quand je me projette dans le secteur pharmaceutique, là, c'est un tableau qui est un peu plus noir. Donc, parce que c'est pas caractérisé pour toutes les industries, mais dans l'industrie pharmaceutique en France, on a quand même, parce qu'on consomme des fonds publics, hein, donc ça, c'est très clair. Donc, sur le budget santé, le médicament représente 15% de l'enveloppe santé. Depuis 4 ans, le médicament prend plus de 50% des économies dans la santé. Encore une fois, je reviens sur le discours tout à l'heure. Donc, on aime l'entreprise, industrie de santé prioritaire, secteur pharma, c'est plus de 50% des emplois du secteur santé, 70% de la valeur, et à côté, 4 années consécutives avec des mesures d'économie importantes dans un marché maintenant pharmaceutique qui est en décroissance. Donc, sur le 18 milliards de consommation de fonds publics, on a une retombée de 92 milliards en France par année. Donc, là, pour moi, il y a un enjeu de communication et de fait. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est que c'est possible pour nous de changer cette donne-là. On a construit un environnement en France qui était exemplaire pour attirer autant d'investissements dans le secteur pharma. Et ce qu'il faut faire, c'est juste s'assurer une cohérence entre la parole et les actes. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, ça paraît peut-être un peu simple, la difficulté est dans l'action, mais je pense que c'est possible d'y arriver. Et on est ici pour que ça se produise et pour que ça arrive. Vous évoquez, alors, dans le domaine pharmaceutique, évidemment, il y a eu des baisses de prix autres, mais bon, c'est la politique d'économie, ça n'a pas grand-chose peut-être à voir avec les difficultés particulières de la France. Dans tous les pays, il y a des stratégies d'économie mises en place sur les médicaments. Non, exactement la question. La question, elle est là. Donc, si on dit on aime l'entreprise et le secteur industrie de santé est prioritaire, à ce moment-là, il faut être cohérent. Si on se dit on aime l'entreprise, le secteur de la santé est prioritaire, mais pas le pharma, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on va s'adapter. Après, dans les leviers qui font en sorte que le secteur est attractif ou non pour le secteur pharmaceutique, il y a 3 choses. Flexibilité, Amélie en a parlé, flexibilité de l'emploi, la fiscalité et le marché local. Donc, sur flexibilité de l'emploi, on a encore une marge de progrès importante à faire. Sur la fiscalité, je nous rappelle que... Vous pensez par exemple quoi? Au contrat unique dont on parle, contrat de travail unique dont on parle en France de manière récurrente ou complètement autre chose? Soyez précis. Oui, mais sur l'ANI, par exemple, on a fait un bon progrès sur l'ANI avec les 4 mois maintenant de négociation. Je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Quand on met une usine en France dans le secteur pharmaceutique, c'est une usine qu'on met pour 30, 40, 50 ans. Et donc, et le volume fluctue au niveau de la production pharmaceutique. Et on ne met pas 15 usines au monde pour le même produit. Donc, si on met une usine en France, c'est la 2e au monde qu'on met pour un type de produit. Donc, c'est un investissement qui est là pour le long terme. Il faut qu'on soit en mesure de pouvoir être flexible dans la main-d'œuvre sur ce site. Et donc, si ça nous prend, par exemple, 12 à 18 mois pour fluctuer le niveau d'emploi sur le site et qu'en passant, on bloque le site et on pénalise le vaccin, par exemple, pour des patients à travers le monde, c'est un souci qui est hyper important pour nous. Donc, flexibilité est important. Fiscalité. Donc, on est sur 36% d'IS plus
12 taxes sectorielles spécifiques pour le pharma, donc ils nous amènent à un taux environ de 5% de plus de déduction pour le secteur pharma. L'autre côté de la rivière qu'on appelle la Manche, on est sur 18% d'impôts sans aucune taxe sectorielle. Donc on voit que le pas à franchir, il est énorme. Donc sur la flexibilité, c'est un peu difficile à jouer. Sur la fiscalité, il y a une marge de progrès qui serait très, très grande à parcourir. Il reste le marché. Et c'est ce que la France a fait dans les décennies auparavant, c'est de se servir du marché pour attirer ces investissements. Donc, et maintenant, le marché, il est en baisse. Donc, je pense que la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut continuer à capitaliser sur ce marché, qui est payé en partie par nos fonds publics, c'est vrai, pour créer un environnement positif d'investissement, ce qu'on fait dans d'autres secteurs comme l'aéronautique, ce qu'on fait au niveau du militaire, ce qui a été fait au niveau du secteur pharmaceutique. Très bien. Amélie Vidal-Simi, est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous disiez, votre numéro 2, quand il ou elle est venu il y a quelques semaines ou quelques jours, mais vu du siège, les atouts et les inconvénients. Alors on a beaucoup parlé des inconvénients de la France comparative, etc. Est-ce qu'il y a des atouts, alors en dehors des infrastructures, du climat, etc., mais des atouts économiques qui sont mis en avant par votre siège? Alors, je ne vais effectivement pas revenir sur les inconvénients parce qu'on en a parlé, mais sur les atouts, je pense que ce qui se passe en France est très fortement regardé par notre maison mère. D'abord, la France est un pays où des gros clients sont présents en France, sont d'origine française et présents partout dans le monde. Carrefour, un distributeur majeur pour le groupe. Mais également, on a une activité industrie, donc il y a tous les équipementiers automobiles, tous les constructeurs automobiles qui ont une activité partout dans le monde. Donc, le fait d'avoir des gros clients qui sont présents en France et qui rayonnent dans le monde fait que la France est regardée de près. Deuxième élément, le consommateur français, donc je le disais, on agit sur des marchés de grande consommation, le consommateur français est souvent très ouvert à l'innovation, très avant-gardiste dans ses choix, et souvent on utilise la France comme marché pilote pour tester les nouvelles innovations, et ce qui fonctionne en France après est étendu dans d'autres pays. Donc la France est très regardée à ce titre également. Enfin, l'aspect, tout ce qui est développement durable, il y a une ouverture des entreprises, des pouvoirs publics et des consommateurs sur tout ce qui est développement durable. Donc il y a beaucoup de politiques qu'on met en place en France et qui sont regardées de près par le groupe. Plus qu'ailleurs, sur cette question de développement durable. Fortement développée en France, oui. Et dernier élément, la qualité des équipes en France, c'est un point extrêmement important. La qualité des managers est reconnue et il y a beaucoup d'évolutions au sein du groupe Henkel, par exemple, avec des Français qui sont maintenant des positions clés. Il y a 7 personnes au board, il y a un Français qui est présent. Et c'est une fantastique carte de visite pour les talents en France. Donc il y a une vraie perception d'un type de management très développé et bien développé en France qui peut aider à rayonner pour le groupe. Donc je pense qu'il y a plein d'atouts. La France, par exemple, pour Henkel, est la 5e filiale. Donc forcément, on est aussi dans mais il y a des petites choses à faire pour corriger l'image globale, la note générale. Alors après, je reviendrai sur... vous parliez d'image. Je pense que Henkel est un groupe d'origine allemande, donc forcément très pragmatique et très cartésien. Et ce qui compte, c'est les résultats. Donc attention au discours, soyons factuels avec des vrais résultats. Et je pense que c'est là-dessus que sera évaluée réellement notre performance. Je pense que c'est vraiment important de dire ce qu'on fait, mais réellement de le faire. Merci. Robert Leblanc. Je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, nous on est entre les industriels et les assureurs, et je l'ai dit, on a avec le SBF 120 et plus que le SBF 120 un tissu industriel, même si leurs activités sont largement hors de France aujourd'hui, pour nous ce qui compte c'est que le centre de décision soit toujours en France. Si l'entreprise est française, son courtier est en France. Nous ne travaillons pas de manière transfrontalière sur l'origine de l'affaire. Ensuite, on accompagne le monde entier. Donc, on a une clientèle en France, plus importante en proportion pour ce que nous faisons que dans les pays voisins, et je l'ai dit aussi, un marché d'assurance plus profond que dans les pays voisins, à l'exception du Royaume-Uni. Donc, voilà, on a des atouts considérables qui sont spécifiques à notre métier. Pour le reste, on a effectivement, je crois, facilement en France un management de qualité qui est reconnu dans les groupes. Alors nous, notre métier s'exerçant très localement, on a quand même moins de mouvements que chez Henkel. On est quand même très, très locaux dans chacun des pays parce que le métier se pratique dans la langue du pays, parce que les relations de confiance, aussi bien côté client que côté assureur, se construisent dans la durée, donc on est moins mobile. Mais voilà, la faiblesse en termes d'image, elle est parfois, si on veut faire son autocritique, elle est parfois chez nous, les dirigeants. Je pense que ça a beaucoup changé ces dernières années, mais on avait facilement le réflexe, un peu protecteur, d'expliquer au groupe que chez nous c'est différent.
trop de phrases ont commencé par « vous savez, en France, c'est différent ». Et ça, c'est une phrase que j'ai essayé de bannir, même quand elle pourrait s'appliquer, mais de ne jamais commencer le propos par ça. Vous voulez dire que les dirigeants, attendez, sont un peu parfois des mauvais ambassadeurs de la France auprès de leur siège. Je pense que ça a beaucoup changé, mais que ça a été longtemps le cas et que ça doit l'être encore de temps en temps. On a ce réflexe. Il y a aussi des décisions de groupe qui ne nous plaisent pas, ça arrive dans les groupes. Alors c'est quand même assez facile d'expliquer que notre comité d'entreprise va empêcher que ça se fasse. Il faut voir qu'il y a une complicité. Oui, mais alors ça, c'est de la tactique. Oui, mais ça existe, il faut quand même le dire. Voilà. Les inconvénients que nous avons, nous savons en faire parfois des avantages un peu égoïstes, un peu locaux. Voilà. Donc, je pense que c'est... Enfin, moi, ma vision, c'est que quand je suis arrivé dans ce groupe, ça a été de dire... On me parlait des Américains. Il se trouve que d'ailleurs, depuis, on est devenu anglais. C'est intéressant, parenthèse, l'autre siège a quitté Chicago pour Londres parce que les conditions fiscales de Londres étaient meilleures que celles de Chicago. Donc, je suis dans un groupe qui a changé de pays, mais il n'a pas quitté la France, il a quitté les États-Unis. Bon. Mais les Français parlaient des Américains. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit non, nous sommes le groupe, nous aussi, nous sommes du groupe. Les gens qui dirigent le groupe font le même métier que nous en France. Donc, se mettre de plein pied, j'enfonce probablement une porte ouverte devant la majorité des participants, mais en tout cas, ça n'a pas toujours été une évidence, et on s'est souvent retranché, encore une fois, derrière nos difficultés locales, quand ça nous arrangeait bien. Merci beaucoup. On va demander à Jean-Pierre Letard de faire quelques mots de synthèse, s'il le veut bien, et je remercie les participants de cette table ronde. Merci, effectivement, merci aux participants. On va les applaudir. Bon, quelques mots rapides sur cette table ronde qui a, je crois, confirmé largement le sondage. Le sondage, l'Express titré bof, vous l'avez rappelé, Dominique. J'aurais envie de dire que si on donnait une note à la France avec une appréciation comme quand on avait nos carnets scolaires, ça va sûrement rappeler des souvenirs à certains, a des atouts pour mieux faire. Je pense que ce serait une bonne synthèse de ce qui a été dit. J'ai envie d'ajouter aussi que ce qui est important, c'est qu'on voit bien, et les intervenants de la table ronde l'ont bien montré, c'est que la France est un sujet d'attention et de préoccupation dans les groupes, comme elle l'est au niveau de l'Europe. Et en fin de compte, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a encore envie de France. Il ne faudrait pas que ce sujet de préoccupation et d'attention devienne, par insuffisance d'action, on passe à une situation de désintérêt. Et quand la France ne sera plus au cœur des préoccupations, allez, bougez-vous, eh bien ce sera vraiment très grave, parce qu'on ne parlera plus de France. L'autre élément aussi que je voulais signaler, c'était, en fin de compte, ce qu'on a dit et ce qui a été entendu ce matin, c'est, au fond, essayons d'avoir un peu moins d'actions contradictoires, de signaux inverses, de ne pas savoir si la marée, dans quel sens est la marée, en fin de compte, puisque Robert nous parlait du retournement de la marée, mais on ne sait pas toujours dans quel sens elle va aller. Et donc, il faut beaucoup plus de lisibilité pour avoir un message convaincant.